Aujourd'hui, on va apprendre à résoudre un problème de dynamique. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire résoudre un problème de dynamique? Eh bien, ça veut dire que pour un certain système, vous allez chercher à déterminer son équation de mouvement. La pierre angulaire de ce raisonnement, ça va être le principe fondamental de la dynamique, ou PFD de son petit nom, et donc c'est sur lui que toute la méthode va se baser. Pour bien appliquer la méthode, on va étudier un exemple qui est très utilisé parce qu'il possède de nombreuses variantes, c'est ce qu'on appelle la balistique sans frottement. Alors, l'énoncé, ça va être qu'un rugbyman, ou n'importe quoi d'ailleurs, tant qu'un projectile entre en jeu, mais ici on va considérer un rugbyman, va lancer son ballon de rugby en l'air, dans le champ de pesanteur du coup, puisqu'on est sur Terre, et on va chercher à déterminer l'équation du mouvement du ballon de rugby qu'il a lancé. Voilà donc pour l'énoncé. Voici la méthode qu'on a ici et qu'on va appliquer. D'abord, il faut qu'on choisisse notre référentiel. Alors, quelque chose que vous savez d'après le cours, c'est que le référentiel doit forcément être galiléen. C'est très important, puisque s'il ne l'est pas, vous ne pourrez pas appliquer les lois de la dynamique, et en particulier le PFD. Donc, la première chose à vérifier, c'est que le référentiel soit bien galiléen. Ici, on est sur Terre, et d'après le cours, la Terre compte comme un référentiel galiléen, c'est une bonne approximation. Donc, ici, c'est check, le référentiel est bien galiléen. Et là, c'est tant mieux, on est soulagé, puisque sinon on n'aurait pas pu continuer l'exercice. En pratique, votre référentiel sera donc toujours galiléen. Ensuite, il faut qu'on fasse un bilan des forces. Pourquoi? Puisque le principe fondamental de la dynamique, il va relier le mouvement avec les forces qui s'exercent sur un système. Donc, quelles sont les forces qui s'exercent sur notre ballon ici? Eh bien, la première, celle à laquelle on pense quasiment forcément, ça va être le poids. Parce que justement, on est sur Terre, on est dans le champ de pesanteur. Donc, notre ballon va être soumis au poids. Ton expression, je le rappelle, c'est m fois g, avec g qui est le vecteur du champ de pesanteur, qu'on place de cette façon. Voilà, toujours orienté vers le bas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, il y a une autre force qui s'appelle les frottements de l'air en fait. Puisque, je vous le rappelle, on est entouré d'air, et du coup notre ballon va subir cette force de friction. Mais en général, les frottements de l'air sont tellement faibles qu'on va les négliger. Donc, jusqu'à preuve du. Pardon. Jusqu'à ce que l'énoncé vous dise le contraire, eh bien, les frottements vont être négligeables. Donc, la force de frottement ici, on va la négliger. Voilà. Donc, la seule force qui rentre en compte ici, ça va être le poids qui vaut m fois g. On a bien trouvé nos forces, et maintenant, il va falloir qu'on applique le principe fondamental de la dynamique. Donc, je vous le rappelle, qu'est-ce que c'est? C'est on nous dit que la somme des forces qui s'exercent sur un système, je vais marquer F, va être égale à la masse fois l'accélération du système. Voilà. Toutes ces grandeurs sont vectorielles, c'est très important. Alors, pour ça, maintenant qu'on a réussi à déterminer toutes les forces qui s'exercent, donc en l'occurrence il n'y en a qu'une seule, eh bien on va pouvoir écrire cette loi. Ici ça nous dit donc que P, le poids, est égal à la masse fois l'accélération. Voilà. C'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on en fait de ça? Eh bien en fait, maintenant, il va falloir qu'on projette nos quantités vectorielles sur différents axes pour en tirer quelque chose. Donc, qui dit projection, dit système d'axes. Il va falloir qu'on définisse un repère ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le repère cartésien. On a déjà un axe X et un axe Y ici, qui sont tout tracés. Et on va rajouter du coup un vecteur unitaire I, comme ça, et un vecteur unitaire J, comme ça. Voilà. À partir de là, on peut directement dire que le poids va être égal à mg fois le vecteur J, et on met un moins. Pourquoi? Puisque le vecteur G est dirigé vers l'opposé de l'axe J. Et maintenant pour l'accélération, eh bien on utilise l'accélération qu'on a apprise en coordonnées cartésiennes dans notre cours de cinématique, celle qui nous dit que A, ça va être égal à x point point fois i plus y point point fois j. Voilà. Une fois qu'on a ça, on peut juste réécrire notre PFD correctement avec le système d'axe qu'on a choisi. Et ici, il va devenir moins mg j est égal à x, pardon, est égal à m fois a, donc c'est égal à m facteur de x point point i plus y point point j. Voilà. Une fois qu'on a ça, et bien c'est là qu'on va projeter. On va dire que toutes les quantités selon j sont égales entre elles,
et toutes les quantités en i sont égales entre elles, ce qui revient plus ou moins à faire un produit scalaire en fait. Donc, ça voudra dire qu'ici, en projetant, on va avoir ça. Les quantités en j sont égales entre elles. Donc on va avoir que moins mg va être égal à m y point point. Voilà, là j'ai réécrit toutes les quantités en j entre elles. Et de la même façon, il y a quoi comme quantité en i ici? Il n'y en a aucune. 0, ça va être égal à mx point point. Voilà. Finalement, maintenant, on peut juste simplifier un petit peu. Ici, on a deux masses. On va pouvoir les supprimer. Si on dit que finalement, l'accélération y point point est égale à l'opposé de l'accélération du champ de pesanteur, donc moins g, et l'accélération en x est tout simplement nulle. X point point est égal à 0. Voilà. Là, on a fait le plus dur. On a écrit les lois de la dynamique et ça nous a donné l'accélération. Maintenant, tout le reste va être purement cinématique. C'est-à-dire que une fois qu'on a les accélérations, il va juste nous rester à intégrer deux fois pour avoir les équations du mouvement. C'est ce qu'on va faire juste ici. Le tableau devient un petit peu chaotique. Donc, on a que y point point, donc l'accélération est égale à moins g. Ce qui veut dire qu'en intégrant, on va avoir que y point va être égal à une primitive de g, une primitive de moins g, pardon, ça va être moins gt. Okay, je vous rappelle que les primitives d'une constante, ça va être cette constante multipliée par la variable qu'on considère. Ici, comme on dérive et on intègre par rapport au temps, on va juste rajouter un t. Mais attention, tout ça c'est plus une constante d'intégration c. Okay, on va l'appeler C1 puisqu'on va en utiliser plusieurs. Voilà. Cette constante elle est très très importante. En fait, elle dépend des conditions initiales. Je vous rappelle pourquoi il y a cette constante. C'est parce que si jamais je dérive moins gt, eh bien ça va nous donner moins g, on est content. Par contre, si je dérive moins gt plus 5 par exemple, ça va aussi nous donner moins g. Donc, les primitives sont toujours définies à une constante près. De la même façon, on va avoir x point, qui sera égal, une primitive de 0, c'est une constante, donc on va juste marquer une constante, C2. Voilà. Encore une fois, n'importe quelle constante, quand on la dérive, ça fait 0. Ok. Maintenant, avant d'intégrer encore une fois, il va falloir qu'on détermine ces constantes d'intégration. Alors, par quoi ça va passer? Eh bien en fait, on va considérer notre système au temps t égale 0. Une fois que ça sera fait, eh bien ça va nous donner la valeur de ces constantes. Puisque ces constantes, justement, elles sont égales quel que soit le temps qu'on considère. Ici, par exemple, on va considérer la vitesse à t égale 0. En fait, ici, c'est ce que j'ai dessiné sur le schéma. Le rugbyman, quand il va lancer son ballon, ça va toujours être avec une certaine vitesse initiale. Et cette vitesse, c'est celle que j'ai écrite, que j'ai appelée V0 ici. Elle formera un angle alpha avec l'axe OX. Voilà. Ça veut dire qu'on peut directement écrire que y point de 0, c'est-à-dire la vitesse au temps 0, ça va être égal à V0 fois sinus alpha. Pourquoi? Parce qu'on a projeté la grandeur V0 sur l'axe Y, et de la même façon, on va avoir x point de 0 qui va être égal à V0 cosinus alpha cette fois. Je vous le rappelle, ça c'est une projection du vecteur V0 sur les axes X et Y, d'accord? Et comme on sait que V0 c'est la vitesse initiale, on a bien que Y point de 0 vaut V0 sinus alpha, et X point de 0 vaut V0 cosinus alpha. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire pour notre système? Eh bien, ça veut dire que quand on a Y point de 0 qui est égal à V0 sinus alpha, et comme on a ici Y point de t, donc pour n'importe quel instant, eh bien on peut dire que Y point de 0, ça va être égal à moins g fois 0 plus C1. Donc ça veut dire que ça va être égal à C1. Voilà, grâce à ça, on a isolé la constante. On dit que C1 est juste égal à V0 sinus alpha. De la même façon, on a X point de 0 qui sera égal à C2, puisque de toute façon, X point est toujours égal à 0, est toujours égal à C2. Donc on peut marquer C2 ici aussi. C'est parfait. On a trouvé nos constantes d'intégration, et on va pouvoir les écrire ici. Enfin, on va pouvoir les réinjecter dans notre expression ici. On a donc que y point de t, je vais mettre le t explicitement, est égal à moins gt plus v0 sinus alpha. Et on a également que x point va être égal à c2, donc c'est-à-dire v0 cosinus alpha.
Voilà, donc là on a trouvé notre vitesse selon l'axe y et selon l'axe x. Ok, donc ici la partie technique, c'était de trouver les constantes d'intégration. Si vous voulez, vous pouvez apprendre par cœur le fait que C1, ça va toujours être la vitesse initiale selon un axe, et C2, la vitesse initiale selon un autre axe. Mais ce que je vous conseille, c'est aussi de comprendre la méthode qu'il y a derrière, d'accord? Les constantes d'intégration, c'est quelque chose qui est purement mathématique, et puis après on retrouve leur expression, simplement en disant qu'elles sont égales partout, y compris au temps 0. Voilà. Donc là, on a eu nos vitesses initiales, il nous reste juste à intégrer une deuxième fois pour avoir des positions. Pardon, tout à l'heure j'ai dit nos vitesses initiales, on a eu nos vitesses à n'importe quel temps t, justement. On voit bien que la vitesse dépend du temps ici. Et donc on intègre encore une fois, et on va voir cette fois-ci que y va être égal à, on intègre juste tout ça, une primitive de moins gt, ça va être moins gt carré sur 2, puisque je vous rappelle que quand on dérive t carré sur 2, ça va juste nous donner, enfin ouais c'est ça, ça va nous donner 2t sur 2, donc t. Donc ça nous fait moins gt carré sur 2, plus, et maintenant on veut intégrer ça par rapport au temps. V0 fois sinus alpha, tout ça, ça nous donne une constante. Je vous rappelle que l'angle alpha, c'est juste une constante, c'est notre angle de départ. Moins gt carré sur 2 plus V0 sinus alpha fois t, puisque les primitives d'une constante sont données par la constante multipliée par t. Voilà. Ok. Et maintenant, encore une fois, il reste juste une dernière constante qu'on va devoir rajouter ici. Sauf que, on a vu tout à l'heure que les constantes d'intégration, elles étaient en fait reliées aux conditions initiales, d'accord? Et ici, donc ça veut dire qu'ici, notre dernière constante, ça va être la position initiale. Sauf que notre rugbyman, il est à quelle position initiale au départ? Il est à l'origine. Il est à 0. Donc ça veut dire qu'on peut directement rajouter plus 0 ici. Vous auriez pu la retrouver par la même démarche qu'ici, c'est-à-dire en mettant une dernière constante C3, et puis en disant que au temps qui est égal à 0, on a y de 0 qui est égal à 0, donc finalement que C3 est égal à 0. On fait maintenant la même chose avec x. On va l'intégrer. Donc V0 cosinus de alpha, c'est encore une fois une constante. Quand on l'intègre, ça va donner V0 cosinus de alpha fois t. Voilà. Et il y a encore une constante ici, puisqu'on intègre, donc il y a forcément des constantes qui apparaissent. Sauf que, encore une fois, on est à 0 au départ, pour la position initiale. Donc finalement, on va avoir un plus 0 qui va aussi apparaître ici. Et voilà, on a déterminé nos équations du mouvement. Donc, ici, les étapes, elles vont être toujours les mêmes. On montre d'abord que notre référentiel est galiléen. En général, la plupart de nos problèmes se passeront sur Terre, donc ça posera pas de problème. On applique le bilan des forces sur notre système. Ensuite, on applique le PFD, pour justement relier des forces avec notre mouvement, donc nos accélérations. Ensuite, il faut qu'on projette notre PFD pour avoir plusieurs relations vectorielles comme ça. Et enfin, on va les intégrer. Ça, c'est la partie qui est la plus technique mathématiquement parlant, puisqu'on a des constantes d'intégration et qu'il faut que vous maîtrisiez vos primitives usuelles. Voilà. À partir de là, on peut vous demander plein de choses. Par exemple, quel sera le point le plus haut qu'on aura ici, quel sera l'angle qu'il nous faudra pour maximiser la distance, ou je ne sais quoi d'autre. On pourra également prendre en compte les frottements dans une deuxième partie de l'énoncé. Cette fois-ci, on aura des équations différentielles qui seront à résoudre, donc c'est quelque chose qui est un peu plus avancé que ce que vous savez pour l'instant.